Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Valeurs Refuge, le rendez-vous qui vous aide à mieux comprendre l'économie. Je suis Mathieu de Vos-Sabaros, responsable édito chez Veracash qui produit ce podcast. Au sommaire de ce 5e numéro, par tradition, les dragons chinois symbolisent la chance, un environnement propice, la puissance et la noblesse d'âme. Mais voilà, face à un Occident très vieux monde, la Chine qui, depuis les années 70, a du chien, veut plus que jamais sa part du lion. La Chine veut-elle mettre fin au dollar ? Pour filer la métaphore animalière avec moi, je suis avec Benjamin Rosor, rédacteur en chef du blog L'Or et l'Argent et spécialiste des questions économiques. Valeurs Refuge, épisode 5, c'est parti. Bonjour Benjamin. Bonjour Mathieu. Je t'ai vu sourire sur la métaphore animalière, je pense qu'on va s'arrêter là finalement. Oui, parce que je crois que c'est l'année du lapin. Ah mince, je ferai mieux la prochaine fois. Chez Valeurs Refuge, on aime beaucoup l'or et aujourd'hui en fait, on va parler de l'or mais sous la version un peu cachée, c'est l'or en Chine et un article de Money Week, une tribune même, je dirais, portée par un certain Dominique Frisby, nous dit que l'or en Chine serait sous-évalué. Qu'est-ce qu'il en est ? Alors effectivement, les observateurs sont nombreux à penser que les moins de 2000 tonnes pour un pays comme la Chine, c'est sans doute ridicule. Il faut savoir que ça place la Chine très loin dans le palmarès des États qui détiennent de l'or, avec les États-Unis en premier, qui eux sont à plus de 8000 tonnes d'or. Et donc on aurait 4 fois moins de réserves d'or en Chine. Évidemment qu'il doit y avoir de l'or ailleurs. Toute la problématique, c'est d'arriver à le prouver ou le démontrer, parce qu'en Chine, on n'a pas une information très transparente, mais comme dans les autres pays, il se trouve que pour les réserves d'or, on le dit, même si certaines personnes pensent que on ne sait pas si l'or est bien à Fort Knox ou ailleurs. Enfin voilà, il y a beaucoup d'histoires et de fantasmes par rapport aux réserves d'or dans tous les États. En tout cas, oui, il y a ce Dominique Frisby qui est le monsieur métaux précieux de Money Week, qui s'est mis à vouloir calculer et essayer de trouver l'or caché de la Chine. Et il faut dire qu'il n'a pas eu besoin d'aller chercher très très loin dans la terre ou sous le tapis, puisqu'effectivement il a trouvé pas mal de tonnes plus ou moins bien cachées. Alors Benjamin, où est la planque ? Alors il y en a beaucoup. Alors la première planque, on va dire, et la plus simple à trouver, c'est auprès des Chinois eux-mêmes. Les Chinois comme les Indiens sont très amateurs d'or pour deux raisons. D'abord pour les bijoux, mais aussi pour l'épargne. C'est-à-dire que la valeur refuge, l'or valeur refuge en Chine, c'est une réalité. Les Chinois ont toujours eu de l'or ou placé leurs réserves en or quand ils avaient des réserves. Et là, on a donc, si on suit Frisby, pour lui, il y a environ 2500 tonnes d'or possédées par les Chinois. Alors pourquoi c'est important ? Parce que si un jour l'État chinois décide de récupérer cet or, on va dire que ça va pas être comme pour les Français ou les Américains quand il y a eu ce genre de tentative, ça va marcher. C'est-à-dire qu'ils vont récupérer l'or là où il sera, sans aucun problème. Dans le même ordre d'idée, dans de l'or qui n'est pas très bien comptabilisé, il y a l'or de l'armée. Frisby pense qu'il y a que l'armée possède de l'or, donc il n'est absolument pas comptabilisé. Là, il n'a pas de tonnes, il n'a pas de tonnage, il sait pas combien. C'est vrai qu'avec la guerre en Ukraine et la Russie qui a été sanctionnée économiquement, on se dit qu'il y a sans doute eu des échanges entre la Chine et la Russie pour des munitions, pour peut-être des armes, peut-être des matières premières, on n'en sait rien, et que histoire de bypasser les sanctions économiques occidentales, ça a été payé en or, qui est une monnaie en l'occurrence qui n'est pas traçable, donc c'est assez facile d'échanger des denrées, des services contre de l'or. Ça, on en reviendra, on en fera une ouverture en fin de podcast. On parlait de Frisby, le boomerang dans l'histoire. Qu'est-ce qu'attend la Chine avec cette accumulation d'or et surtout le fait de planquer en quelque sorte ces tonnes d'or ? Qu'est-ce que veut la Chine derrière ça ? Alors, je pense que la Chine planquait la réalité de son stock d'or avant. Aujourd'hui, elle va finir par le révéler, ce stock d'or, parce qu'elle a besoin de montrer qu'elle a des réserves autres que du dollar, des réserves monétaires autres que du dollar, tout simplement parce que la Chine veut dédollariser, c'est-à-dire que la Chine veut devenir, en 2049, la nation
le leader du monde. C'est écrit dans le plan. C'est bien avec les Chinois, c'est que les Chinois ils écrivent, ils planifient. Donc il y a un plan qui est prévu pour 2049 où il y a un anniversaire de la Chine populaire où là il est écrit que la Chine sera le leader économique de sa zone d'influence. On ne sait pas quelle est la zone d'influence pour les Chinois. On sait que c'est sans doute alors ce que d'aucuns appellent l'empire mongol, c'est-à-dire la Russie, un peu le Moyen-Orient, une grosse partie de l'Asie et peut-être l'Afrique, puisque on sait que les Chinois investissent beaucoup en Afrique et un peu d'Amérique du Sud. Et avec ça, pour développer cet empire ou être le leader, il va falloir développer une monnaie, c'est-à-dire qu'il faudra plus que ce soit le dollar qui soit la monnaie du monde, de la planète, mais le yuan. Et pour ça, il faut que le yuan il soit garanti. Et il y a rien de mieux que l'or, on le sait, pour les banques centrales pour garantir des réserves monétaires. La guerre économique a commencé entre la Chine et les États-Unis. Oui, alors pour l'instant, notamment avec Donald Trump, on se disait que c'était qu'une guerre commerciale. Là, on pense que effectivement la guerre de leadership économique, c'est même plus une guerre économique, de leadership économique a bien commencé. C'est intéressant parce que on sait aussi que les Chinois, leurs réserves monétaires sont pour beaucoup en dollars, en dette américaine. Et les Américains sont quasiment le premier client des Chinois. Justement, on va approfondir ce point-là. Excuse-moi de te couper, Benjamin. Quelle est la part d'interdépendance entre ces pays, entre la Chine et les États-Unis ? Et j'imagine, en faisant un tout petit peu de prospective, que ça peut tirer d'autres pays dans les filets, j'imagine. Oui, alors la part d'interdépendance, elle est là, c'est-à-dire que c'est les consommateurs américains qui, même si les Américains disent qu'ils relocalisent, sont quand même très dépendants des usines chinoises, ne serait-ce que pour Apple, par exemple, qui a la plupart de ses usines de fabrication des iPhones et autres Macintosh, pour parler comme un vieux, qui sont en Chine. Donc il y a cette interdépendance côté client, mais il y a aussi donc cette dette américaine, ou en tout cas cette masse de dollars qui est dans le fonds de garantie monétaire chinois. On est quasiment à 90% en dollars, alors qu'on est qu'à 3% en or. Donc c'est pour ça que Frisbee dit il y a plus d'or que ça. C'est pas possible en fait que on soit à 3%, 90% ou le reste en monnaie d'autres pays, parce qu'en fait en moyenne, si on prend les États-Unis, le stock d'or représente 65% de la masse monétaire. En France, c'est je crois 57%. Donc avoir un pays normal, gigantesque qui lui se retrouve avec 3%, ce n'est pas possible. Donc c'est là qu'il est allé chercher encore plus de stock d'or. Donc lui, il pense déjà pour boucler en fait cette histoire de masse d'or qui serait cachée. Il y a celle qui est dans la terre, c'est-à-dire la Chine est un gros pays minier en or, et là on estime que depuis 20 ans il y a eu 6380 tonnes d'or qui ont été produites. C'est énorme. Ce qui est beaucoup, puisque là si on fait notre addition avec nos 2000 tonnes déjà stockées, on est déjà à 8000 tonnes, on a déjà rejoint les États-Unis. Il y a de l'importation, parce que les Chinois importent aussi de l'or à Dubaï, en Suisse, à Londres. Il faut savoir que quand ils achètent de l'or, ils utilisent des dollars. C'est-à-dire qu'ils échangent le dollar contre de l'or. Ils n'utilisent pas de yuan. Ils pourraient, mais non. Ils préfèrent se débarrasser petit à petit. Le spectre de l'étalon or encore et toujours autour de... Oui, et puis il faut réduire cette dépendance au dollar qui est quand même très très présente. Donc, dès qu'on achète autre chose que du dollar, on est content. Et puis après, alors il faut savoir que en Chine, quand on échange ou quand on achète ou quand on vend de l'or, en fait, on est obligé de passer par une plateforme qui est centralisée, qui est le SGE, le Shanghai Gold Exchange. Donc ça permet de savoir qu'il y a eu 22 000 tonnes d'or depuis 15 ans qui ont été traitées, donc vendues, échangées, etc. Donc il y a de l'or qui a tourné par cette plateforme. Et résultat, si on additionne... alors je me lance. Attention, hein. Je me lance, on comme dirait Frisbee. Attentivement. Lui dit, en fait, on tournerait à 30 000 tonnes d'or.
globalement dans tout le pays, avec un peu de privé, pas de privé, etc. Et il affirme que 50% de cet or serait entre les mains de l'État, donc 15 000 tonnes d'or, ce qui serait donc le double quasiment du stock américain. Et là, évidemment, ça change la donne entre les deux pays. On va revenir sur cette histoire d'interdépendance de dette et puis alors, la puissance de la Chine effectivement dans sa possession d'or. Est-ce que demain la Chine arrive devant le bureau ovale, toque et réclame son dû auprès des États-Unis et de Joe Biden? Est-ce que c'est une piste justement pour faire tomber l'hégémonie du dollar et mettre carrément les États-Unis en position de cessation de paiement? Apparemment, ils sont capables de le faire tout seuls au moment de la négociation pour boucler les budgets de l'État. Mais est-ce que la Chine peut intensifier ce phénomène? Non, tant que les Américains, les États-Unis sont leurs premiers clients. Eh oui. En fait, c'est là où ils se tiennent. C'est pour ça que quand on a entendu parler de relocalisation, en fait, on se doutait bien. D'abord, c'est compliqué, c'est-à-dire se retrouver avec des coûts de fabrication au double, voire au triple de ce qu'on avait avant. C'est compliqué pour une entreprise après pour livrer des produits au bon prix. Mais surtout, on se retrouve avec finalement la menace effectivement que cette dette détenue par les Chinois soit un jour réclamée. Et de l'autre côté, on se retrouve avec la menace que le meilleur client dise je vais ailleurs, même si le ailleurs n'existe pas tellement. On va parler allié de la Chine, puisque nous sommes à un an après le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, et qui a évidemment attiré de nombreux pays, impliqué de nombreux pays dans ce conflit. Et c'est le retour du fantasme de la monnaie adossée à l'or, et pour ce faire, la Chine a besoin d'alliés de poids, et notamment des BRICS. Qui sont ces pays et quel est l'objectif derrière d'aller les inclure dans cet objectif de dédollarisation et surtout d'imposer une nouvelle monnaie adossée à de l'or? C'est tout le sujet, c'est que la Chine, si elle veut imposer le yuan, il faut qu'elle ait des utilisateurs du yuan. Et donc effectivement, ça va pas être les Américains, ça va sans doute pas être tout de suite les Européens qui sont alliés des Américains, donc ça va être d'autres pays. La Russie et la Chine, il faut se souvenir de ça. Il y a une frontière commune entre ces deux pays-là, qui s'appelle le fleuve Amour. Et donc, d'une rive à l'autre, on voit les deux pays. C'est-à-dire que il y a des ponts, les échanges sont évidemment extrêmement fréquents. Et puis, ça tombe bien puisque les Russes en ce moment sont bannis du réseau SWIFT. Donc il faut trouver d'autres moyens de faire circuler le rouble, la monnaie, acheter des choses. Et le fleuve Amour permet ce lien, ce trait d'union entre les deux pays. Ensuite, on a effectivement, alors c'est un peu nouveau, mais le Moyen-Orient. On a commencé à voir que l'Arabie Saoudite pourrait commencer à vendre du pétrole en yuan. Mais là, il y a plein de gens qui disent que s'ils le font, c'est vraiment la fin des haricots, pour parler de manière un peu vulgaire, parce que là, les Américains n'accepteront pas ça. Parce que si on passe du pétrodollar au pétro-yuan, là il va y avoir un vrai souci de modèle économique américain et de leadership sur le coup. Il y a un peu d'Amérique du Sud et tous les pays, notamment un qui est le Venezuela, qui lui aussi est producteur de pétrole, qui est un pays banni des Occidentaux. En tout cas, les Chinois, ils tapent les gens à côté de chez eux. Alors à côté de chez eux, c'est parfois des milliers de kilomètres. L'Asie, c'est très grand, la Russie, c'est très grand. Et puis les gens qui sont pas alignés sur les Américains. Donc vous allez avoir un certain nombre de pays qui sont pas dans la sphère d'influence américaine. On l'a vu au dernier trimestre 2022, les banques centrales se sont mis à avoir une sorte de fièvre acheteuse autour de l'or. Donc on pourrait penser que cette envie de dédollarisation de l'économie internationale va intensifier cette politique d'achat d'or. Et si on le ramène finalement à l'échelle du simple investisseur, potentiellement une prise en valeur du métal jaune? Alors quand on regarde de très près quand sont faits ces achats, c'est-à-dire qu'on part pas à l'échelle de l'année ou même du trimestre, on s'aperçoit que les Chinois notamment achètent quand les cours sont bas. C'est-à-dire que les Chinois sont de très très bons acheteurs.
Ils s'amusent pas à acheter quand les cours sont très hauts, quand les cours s'envolent. Donc en fait, ce qu'il faut regarder, c'est quand les cours sont bas, il va y avoir un soutien du cours un peu automatique parce que les Chinois, il y a eu les Polonais, les Turcs, les Russes se mettent à acheter de l'or à des coûts acceptables. En fait, ils font les stratégies d'investissement que vous pouvez entendre auprès de Tradosor, votre expert en analyse technique, qui lui parle d'achat sur des zones d'accumulation rationnelle, c'est-à-dire quand il y a des points bas. En fait, les Chinois, ils font pareil. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup acheté en 2021. Parce que le cours était relativement bas. Ils ont acheté jusqu'à début 2022, et puis après, il y a eu la guerre en Ukraine, un pic, et puis c'est pas tellement retombé, même si aujourd'hui, les gens ont toujours l'impression qu'en 2022, le cours de l'or a été pas très bien et plutôt à la peine, alors que pas du tout, puisque d'abord, quand vous regardez le cours de l'or en euros du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, vous avez une augmentation de 6 voire 7%, ce qui est la meilleure performance par rapport à tous les autres actifs quasiment existants. Donc le cours de l'or est pas si bas que ça. Le cours de l'or n'est pas sur des records, mais c'est un peu normal. Les records sont peut-être faits pour être battus, mais les cours sont pas faits pour monter jusqu'au ciel. Donc à un moment, il faut rester à peu près raisonnable. Donc voilà. On vient de le prouver, Valeurs Refuge aime l'or. Merci beaucoup Benjamin pour cette analyse autour de la Chine et de cette envie de mettre au pas le dollar. À très bientôt. Et à très bientôt. Valeurs Refuge, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Des questions ou des remarques sur ce numéro, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. On vous lit et on vous écoute. Abonnez-vous également sur toutes les plateformes d'écoute. Notez les différents numéros. D'ici là, on se retrouve très bientôt. Salut!